De retour dans votre 12-15. Merci d'être avec nous. Un plateau très souriant. Merci de nous avoir rejoints. Merci à tous. Solène Rioux, le général Perruche, Jean-François Boutor est là aussi et Emmanuel Véron. On va évoquer cette situation en Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il se passe beaucoup de choses ces dernières heures sur justement cette difficulté ukrainienne. Merci d'être avec nous, Charline Hurel. On a évoqué, on l'évoquera dans un instant, les replis dans certaines zones de la région de Kharkiv. Vous nous l'avez expliqué aussi. Vous nous avez expliqué l'état d'esprit de l'état-major ukrainien il y a quelques minutes. Il y a Volodymyr Zelensky qui annule tous ses déplacements à l'étranger, on l'a appris aussi. Et parallèlement à ça, il y a cette armée russe qui communique, qui en profite pour communiquer et qui nous dit quoi ? Qu'elle a repris ce matin le petit village, cette petite localité de Robotyne dans l'oblast de Zaporijjia. Ça, Charline, ça risque peut-être de mettre à mal l'exécutif ukrainien. Tout du moins, ça peut porter un coup dans l'aile de Volodymyr Zelensky dans cette ardeur à vouloir justement tenter de reprendre les frontières de 91. Alors, sur ce plateau, tout le monde nous disait « Oh là là, on n'y est plus du tout ». Dites-nous justement comment ça peut être perçu, cette reprise de Robotyne qui était le début de la contre-offensive ukrainienne l'été dernier. Petite localité en effet, mais village stratégique et puis surtout symbolique parce que en effet c'était le seul succès de l'armée ukrainienne dans cette contre-offensive. Donc Robotyne conquis par les Russes, c'est ce que nous apprenons. On sait que depuis 2 semaines environ, ils étaient déjà rentrés dans le village. Désormais, ils revendiquent l'entièreté du village et forcément c'est mal pris, surtout dans cette situation. Alors ce qu'on nous dit en premier, c'est que on a peut-être parfois du mal à visualiser concrètement cette aide américaine qui a tardé à arriver. Et en fait, la conséquence, elle est là pour les Ukrainiens. Voilà la conséquence sur le terrain. Manque de munitions, impossibilité de pouvoir se défendre, de pouvoir avancer, reprendre des territoires et finalement, cette armée russe qui continue à avancer dans le sud. Particulièrement compliqué aussi parce que ce terrain-là n'est pas très avantageux stratégiquement. Ce sont des grandes plaines, pas beaucoup d'arbres pour se mettre à couvert, par exemple. Donc forcément, une situation difficile pour les Ukrainiens qui désormais ne craignent qu'une chose, c'est qu'avec cette prise du village, les troupes russes avancent encore vers la ville d'Orikiv qui là, serait extrêmement stratégique pour les troupes russes si jamais elles parvenaient à la prendre. Grand merci à vous, Charline Hurel. Je remercie également Charlotte Lefetté et Kostya Yaremenko. Général Perruche, l'heure est à l'inquiétude, vraiment, là, côté ukrainien. C'est vrai qu'on se dit qu'on était cantonné sur le nord, Kharkiv. On avait tendance à oublier Tchassiviar, où il y avait des combats. Là, on nous reparle de Robotyne et dans l'oblast de Zaporijjia. On est vraiment sur cette stratégie des 1000 entailles, dont nous parlait aussi, vous nous en avez parlé, le colonel Goya aussi. Là, les Russes attaquent de toutes parts. Et visiblement, Robotyne, c'est une localité stratégique. Charline nous le disait. Peut-être qu'il y aura Orikiv demain. Oui, tout à fait. Alors, nous le disions déjà depuis quelque temps que la premier semestre de 2024 allait être critique pour l'armée ukrainienne. Et c'est effectivement le cas, avec une tactique qu'on avait assez bien appréhendée aussi, à savoir pression partout. Non pas essayer de percer à un endroit absolument, mais faire des efforts partout, en profitant du fait que les Ukrainiens sont démunis quand même en système d'armes, sont démunis en munitions et sont démunis en personnel aussi pour la relève. Si je voulais caractériser cette époque-là et l'expliquer, ouais. Je dirais que les Russes ont su tirer les leçons de leurs échecs de la première année et que les Ukrainiens, eux, ont été abusés par leur succès. Il y a un lieutenant-colonel américain qui parlait aussi du sursaut technologique des Russes, notamment, avec cette capacité de se régénérer. Et c'est justement ce qu'avait demandé Valéry Zaloujny. Il avait dit celui qui arrivera à gagner la guerre, dans The Economist, disait il aura trouvé les ressorts d'un éventuel sursaut technologique. C'est vrai, mais ce que le général Zaloujny disait, il l'a dit à la suite de l'échec de la contre-offensive. Moi, je pense que c'est beaucoup plus tôt qu'il fallait faire cette analyse. Ouais. Et quand je dis l'Ukraine a été abusée par ses premiers succès, je dirais surtout ses soutiens, y compris américains. Au début, quand on a vu comment ils reprenaient la zone de Kharkiv, la zone de Kherson, etc., avec les moyens qu'ils avaient, la crainte du président Biden, c'était qu'ils aillent trop vite, trop loin.
Voyez, et donc, on n'a jamais imaginé que la situation allait se renverser comme ça, telle que on la connaît maintenant. On a à mon avis, analysé l'histoire russe, parce qu'à chaque fois, on voit que dans de nombreuses circonstances, les Russes commencent par reculer, sont désorganisés, savent pas faire, et puis ensuite se relèvent petit à petit, mettent en route une machine assez puissante avec leur profondeur stratégique, et puis ils remontent en puissance, et finalement, en deuxième phase, ils réussissent à gagner. Donc aujourd'hui, on est dans cette situation-là où on a des Ukrainiens qui sont affaiblis, qui sont en même temps terrorisés par les bombardements, et puis de l'autre, des Russes qui, eux, montent en puissance sans arrêt. Solène Riou, c'est vrai que le général le disait, on ne pensait pas que la situation allait s'inverser à ce point. C'est vrai qu'au début, lors de l'offensive, les Ukrainiens avaient tout donné. Il y avait eu des petits teasers. Zelensky disait oui, on va y aller, ne pressez pas trop. Il disait ça aux Américains. Et dès la prise de Robotyne, on s'est dit ça y est, ça va commencer. Rappelez-vous, on nous parlait de ces hommes avec des sacs à dos qui étaient partis en mission de reconnaissance. Avec leurs lunettes infrarouges. Exactement, avec leurs lunettes infrarouges. Et puis très vite, il y a eu ce fiasco total. Là, visiblement, on a l'impression qu'on creuse encore un peu plus loin. Non mais c'est terrible, je me rappelle très bien parce que je suis arrivée en Ukraine lors d'une de mes dernières missions, c'était le 6 juin, et la contre-offensive a débuté le 8 juin. Et on l'attendait, on en avait parlé depuis des semaines, on la commentait déjà sur les plateaux, parce que nous aussi, on attendait de voir aussi le résultat des armes occidentales qui avaient été envoyées, les chars notamment. Et donc le 8 juin, je me rappelle très bien, on s'est dit, ça y est, Orekhiv, ça commençait à bouger. Donc Orekhiv, on est une dizaine de kilomètres au nord de Robotyne. Et là, on s'est dit, potentiellement, il va y avoir une percée. C'est ce qui était en tout cas espéré dans les états-majors occidentaux et notamment en Ukraine. Là, ça va être un coup dur énorme, franchement, la perte de Robotyne. Ça a été confirmé côté ukrainien par le député Alexei Goncharenko ce matin sur la chaîne sur Telegram. De toute façon, comme Charline le rappelait très bien, dès le 2 mai, les Russes étaient déjà entrés en partie dans ce village de quelques centaines d'habitants. C'est minime et puis il n'y a plus personne aujourd'hui. C'est vraiment c'est la stratégie de la terre brûlée. Robotyne, ça va leur servir vraiment pas à grand-chose. Mais là où je veux juste insister, c'est sur le symbole de Robotyne. C'était le symbole de cette contre-offensive et surtout c'était la voie quand même vers deux villes très importantes. À 130 km au nord-est, vous avez Berdiansk, qui était quand même la voie vers Mariupol. Mariupol, on connaît tous, même si on ne suit pas la guerre en Ukraine au jour le jour. C'était la voie vers Mariupol et c'était la voie aussi vers la Crimée parce que ça donnait aussi accès à 80 km au sud-ouest vers Mélitopol. Donc c'était hyper important, Robotyne. Un petit village, mais comme Charline l'a très bien rappelé, qui était symbole d'énormément d'espoir. Donc le fait que ça tombe aujourd'hui, je pense que c'est un gros coup dur pour les Ukrainiens. Alors, on va se pencher bien évidemment sur cette situation de Kharkiv. D'ailleurs, on nous dit que dans cette région de Kharkiv, 8000 personnes ont été évacuées. Donc, visiblement, il y a une certaine fébrilité. On y revient dans un instant avec vous, Laura Pouget. Mais Jean-François Boutor, un mot sur cette capacité de régénérescence des Russes. C'est vrai qu'on ne pensait pas que cette situation allait arriver il y a encore quelques mois, quelques semaines, quand on était du côté de Bakhmout, quand il y a eu Avdiivka. Là, visiblement, il y a une capacité de sursaut russe, indéniable. Écoutez, moi je pense qu'il faut faire une analyse politique de cette affaire, du but politique de cette opération. Vladimir Poutine et les gens de l'armée russe savent qu'ils ne peuvent pas maintenant ni prendre Kharkov, ni prendre Kiev, etc. Par contre, ils peuvent faire une chose, c'est ébranler politiquement l'appareil d'État ukrainien. Ils ont une fenêtre de tir qui est de notoriété publique depuis que les Américains ont décidé de laisser traîner le vote de l'aide de 61 milliards et que voilà, qui est d'autoriété publique depuis qu'il a été patent que l'Europe voulait bien aider l'Ukraine mais qu'elle n'avait pas les moyens et qu'elle était en retard. Cette fenêtre, elle est définie depuis pratiquement janvier de cette année, on sait même avant. Même avant. Voilà. Et on sait que c'était en gros mars, août, on va dire, pour faire haut. Voilà. Il y avait une date qui avait été en l'air, c'était la livraison des F-16. Vous savez, on avait dit peut-être à la fin de l'hiver 2023, puis après au printemps. C'était avant le Nouvel An, même le Pays-Bas et le Danemark qui avait dit au début. Et là, le Danemark d'hier, dans un mois, ça y est, la première ministre, elle dit dans un mois. Voilà. Simplement, voilà, il y avait cette opportunité-là, et le but, il faut bien se rappeler quel est le but de Poutine. Le but de Poutine, c'est d'effondrer le pouvoir politique ukrainien. Et de pouvoir se mettre en place... Et peut-être de conserver son Donbass, de gagner un petit peu plus avant d'éventuellement de penser aux négociations. C'est un but politique beaucoup plus important, et de mettre en place en Ukraine un régime qui lui soit favorable. Donbass ou pas, je veux dire, c'est pas le problème. S'il y a un régime favorable, il gardera le Donbass.
Oui, de mettre en place un régime pro-russe, ça, il l'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu cette idée. Et puis, en se disant que peut-être de proche en proche, il fera la même chose en Moldavie. Il est en train d'essayer de faire ça en Géorgie. Et puis, peut-être, il peut rêver de jouer une partie un peu différente, mais du côté des pays baltes un peu plus tard, etc. C'est ça l'objectif. Et on voit bien que les Russes ont mis le paquet pour ça, en sachant que non seulement les Ukrainiens avaient un problème de munitions, mais qu'ils avaient un problème de mobilisation très important, parce que la société ukrainienne, si on prend, à part sa frange la plus patriote, qui s'est mobilisée tout de suite, la société ukrainienne, c'est une société qui a pris goût, même si elle n'est pas dans l'Europe, mais elle a pris goût au rêve européen et au mode de vie européen. Et donc, l'idée d'aller se faire tuer pour sauver la patrie, c'est pas une idée qui est largement partagée. Ouais. Alors, le jour où, moi je suis absolument persuadé que le jour où la menace sera, incontournable, la menace d'une défaite, on verra de nouveau les Ukrainiens se mobiliser parce qu'il y a un irrédentisme très profond, très culturel. Mais jusque-là, si on peut l'éviter, on pense à autre chose. C'est ça la situation. Ouais. Alors l'armée, on voit bien que les nominations à la tête du gouvernement, elles sont celle de Belousov pour en remplacement de Shoigu, pour remettre un peu d'ordre dans le ministère de la Défense, d'ordre économique notamment. Pour arranger aussi les affaires, parce que... On y reviendra, on l'entendra, parce qu'il s'exprimait ces dernières heures. À Moscou, il faut bien comprendre que le régime n'est pas partagé entre des tendances politiques, il est partagé entre des groupes d'intérêts. Il y a le ministère de la Défense, vous avez le complexe militaro-industriel qui est tenu par Chemezov, en particulier, qui est un ancien chef de Poutine, quand Poutine était en RDA. Et il y a eu un affrontement entre Shoigu et Chemezov, Shoigu disant « Oui, mais les livraisons n'arrivent pas assez vite ». C'était il n'y a pas longtemps, c'était au mois de mai. Et il l'a dit publiquement, pour gagner, on a besoin de plus d'équipements. Et il a d'une certaine manière à la fois perdu et gagné, c'est-à-dire qu'il n'a plus le ministère de la Défense. Mais comme Poutine tient à lui, il l'a mis à la tête du Conseil de sécurité, donc il est inatteignable. Mais c'est quand même... L'idée avec Belousov, qui est ministre de la Défense, c'est de rendre plus efficace l'économie de guerre. Remporter la victoire en Ukraine avec des pertes humaines minimales. On l'entendra dans un instant. Pardonnez-moi, ça c'est de la rigolade. François, je vous dis qu'on l'entendra dans un instant. Oui, mais c'est de la rigolade. Oui, n'allez pas trop vite. Gardez vos arguments pour tout à l'heure. On va se pencher sur la situation à Kharkiv. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine dit avoir évacué 8000 personnes. On y reviendra, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire